Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto-Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa, la chaîne francophone InfoSag avec Sageko. Sageko, l'émission qui parle de l'économie, mais aujourd'hui focus la ville de Kalemi. Kalemi, vous savez qu'aujourd'hui, si on mettait plus de paquets dans cette ville-là, on ne pouvait plus importer ce que nous importons, surtout dans le secteur alimentaire. Mais il y a une inondation depuis l'eau s'est débordée dans la ville, l'activité est paralysée. Voyons que ça touche tout le secteur, l'aéronautique, le chemin de fer et même la partie laguine, ainsi de suite. Le marchand, la route est aujourd'hui vraiment coupée. La ville est en ébullition. Nous avons invité un expert, quelqu'un qui connaît aussi la ville de Kalemi, mais qui est expert dans ce domaine, l'ingénieur Jacques Ilunga, qui est en face. Bienvenue, ingénieur, dans cette plateau de la chaîne francophone de Kinshasa, SAG. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, donc nous allons parler, comme j'ai dit, focus sur la ville de Kalemi, une ville très très importante parce que en termes d'économie, surtout l'économie de la mer, normalement c'est une ville où on devait plus importer le chanchard. Mais aujourd'hui, ce qui nous amène focus sur Kalemi, l'inondation. Comment ça arrivé dans cette ville et qu'est-ce qu'on doit faire? Effectivement, aujourd'hui on parle de l'inondation, mais il y a déjà plus de 10 ans qu'on a commencé à décrire les régions côtières du littoral calémien. Nous avons constaté que l'évolution de l'érosion devenait exponentielle parce qu'aujourd'hui, avec les montées des eaux normales dans le monde, la moyenne d'avancée des eaux à la montée de presque un mètre long. Mais il y a 10 ans, on a constaté que le lac Tanganyika prenait l'ampleur. Son évolution était devenue exponentielle parce que nous sommes arrivés même à 5 à 7 mètres longs. Déjà, il y avait plusieurs établissements publics, les écoles, les maisons des gens qui étaient détruites. Mais jusque-là, tout le monde pensait que c'était une situation normale. Mais arrivé en janvier 2024 ici, quand il y a eu inondation presque sur 25 provinces, 15 provinces sur les 26, Kalemi était concerné et l'eau est sérieusement montée. Et sa montée a persisté. Ailleurs, à Kinshasa, vous l'avez constaté en janvier, 2-3 semaines après, l'eau a reculé. Malheureusement, à Kalemi, l'eau est avancée jusqu'à détruire les maisons, attaquer les routes avec l'oscillation du lac. Alors, il faut vraiment des solutions de grande envergure. Avant d'arriver aux solutions, c'est comme toute maladie, il faut commencer par comprendre les causes et les causes les plus profondes. Et là, je salue en passant les ministres d'État et ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando, qui, à peine la première semaine de l'investiture du gouvernement, il a pris les bons points parce qu'il a compris que dans les discours de Madame la Première ministre lors de l'investiture, il a placé pratiquement l'aménagement du territoire au 3e pilier, en lui donnant plusieurs moyens, parce que là, on a constaté que les catastrophes naturelles sont en train de très avancer. Et là, il a piqué directement sur la ville de Kalemi, vu le problème qu'il y a aujourd'hui, plus de 28 000 ménages en déplacement, et ainsi de suite. Les maladies choléra commencent déjà, les gens cohabitent avec les eaux, avec les moustiques, le port, la route coupée, l'aéroport menacé, l'eau est arrivée jusqu'à presque 200 mètres de l'aéroport. Alors de tout ça, le ministre d'État a vu qu'il faut vraiment des solutions solides. Or, à des solutions solides, il faut d'abord comprendre les causes les plus profondes de cet état. Parce qu'ici, quand nous parlons du lac Tanganyika,
Souvent, on est habitué à parler de la montée des eaux dans les océans. On donne la cause au problème des fontes de glace. Mais ici, nous sommes dans un lac. Alors, par l'historique, un lac qui était endormique. Ça veut dire que c'est un lac qui n'avait pas de sortie. C'est en 1878 que ce lac a connu des montées des eaux jusqu'à 3 mètres. Parce que au niveau de l'altitude, le lac Tanganyika à 775 mètres. Mais à cette année-là, le lac est arrivé jusqu'à 778 mètres. Avec les 3 mètres de montée, le lac a créé une exitoire. La rivière Lukuga aujourd'hui, qui s'appelle rivière Lukuga, qui n'a jamais existé, c'était juste le point le plus bas du lac en altitude que l'eau a cherché pour aller se déverser dans le fleuve Congo. Alors, maintenant, aujourd'hui, avec le problème des changements climatiques, les hypothèses que nous émettons, parce qu'il faut aller vérifier sous le patronage du ministre d'État, qui envoie les experts régulièrement sur place pour le faire, c'est que nous émettons plusieurs hypothèses, que la montée peut être due au problème de la segmentation. Et là, il faut faire des études bathymétriques très approfondies. Il faut faire des études tectoniques pour savoir s'il y a eu aussi des problèmes de magma en bas du lac ou quoi. Savoir aujourd'hui le bas-fond du lac, qu'est-ce qu'il y a dans le bas-fond. Mais déjà dans les hypothèses, ce sont les constructions. Vous savez, la ville de Kalemi, par sa géomorphologie, c'est une ville étagée. Étagée, elle est en escalier. Vous avez le lac qui a le niveau d'altitude de 775 mètres. La ville est à 778 mètres, 800 mètres. Mais dès que vous quittez la ville, vous commencez à monter vers Katangaki, pour ceux qui connaissent Kalemi, vous êtes à 800 mètres, 1200 mètres. Déjà la colline Sefel, colline d'État, c'est à moins d'1 kilomètre. Déjà l'altitude est à 1200 mètres. Et toute la ville est allée jusqu'à 3200 mètres. Vous voyez le fait que la ville est tellement étagée, les constructions ou l'aménagement devaient être très respectées. Les normes de l'aménagement devaient être très respectées. Mais aujourd'hui, les amis, comme vous en parlez toujours dans vos émissions, tout le monde a peur du bailleur. Tout le monde peut à n'importe quelle condition se créer un petit loyer, une petite parcelle. Les gens ont touché la pente de la ville. Les gens ont construit dans le lit de la ville. Les gens ont construit dans les lits de respiration de la ville, et du lac plutôt, du lac. Et le lac n'a pas le temps de respirer, le lac n'a pas où rejeter ses eaux d'excédent. Mais cette problématique, ingénieur, permettez que je vous relance, oui. Elle est dans toutes les provinces. Quand vous regardez aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les constructions ne sont pas des professionnels qui construisent. Logiquement, vous êtes expert dans ce domaine, il fallait qu'on revienne même comme dans la tracée cadastrale coloniale, où on voyait que les bâtiments avaient un sens social. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers résidentiels, il y avait des logements subventionnés, ceux qui ont de faibles revenus, parce que même aux États-Unis, même dans des zones côtières, parce que quand vous êtes à côté d'une lac, on peut pas, il y a des endroits où on ne peut pas construire. Quand vous prenez même Kinshasa, aux alentours de Kingabois, là où il y avait des marécages, ils sont devenus des cités. Et quelle est la différence que vous voyez entre Monaco et le lac du côté de Kalemi? Parce que Monaco, ils ont bâti. Là-bas, c'est rare de voir ces problèmes. C'est un problème de digues ou qu'est-ce qui se passe? Parce que là-bas, ce sont des sociétés qui construisent. Ici, chez nous, c'est n'importe qui construit. C'est un problème, s'il faut qu'on recule un peu, c'est un problème d'aménagement. Vous connaissez l'histoire de l'aménagement du territoire dans notre pays. Nous n'avons pas ni schéma national d'aménagement du territoire. Et tout ce temps, depuis l'indépendance, nous n'avons jamais eu un schéma national, ni même pas la loi sur l'aménagement du territoire, ni la politique d'aménagement. Tout ce qu'il y avait avec les Belges, ils ont émis un décret sur l'urbanisation qui date de 1957.
après ce décret-là, tout ce temps, nous avons navigué à vide. Navigué à vide où tous les ministères prenaient leurs décisions en solo. Quand je parle de tous les ministères, je parle des ministères qui s'occupent, tous ceux qui ont fonction sur le sol. Or, il faut qu'il y ait une coordination. Partout dans le monde, tous les ministères qui travaillent sur l'espace physique ont une coordination qui est le ministère de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire doit émettre des normes pour construire. Il y a des bancs, il y a des zones où on ne peut pas construire n'importe quoi. Mais chez nous, nous avons navigué à vide. C'est comme ça que maintenant, tout ce que nous subissons sont des conséquences. Des très sérieuses conséquences. Les conséquences nous rattrapent. Et quand ça nous rattrape, tout le monde pleure. C'est que la vision du ministre de l'aménagement du territoire aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne doit pas être une action caritative où les gens doivent pleurer, il faut aller enterrer. Il faut trouver maintenant des solutions solides, les solutions intégrées, pour que ce qui nous arrive ne puisse pas arriver. Malheureusement, on ne peut pas commencer partout avec les réalités de la ville. C'est comme ça que, avec ce nouveau mandat ici, il s'est dit, nous prenons la ville de Kalemi comme une ville pilote où nous devons faire un plan réparateur d'aménagement urbain. Et puis, ça va donner déjà l'exemple à plusieurs villes, étant donné que c'est une ville côtière, comme vous avez évoqué, une ville très très importante. Parce que à partir de la ville de Kalemi, à partir de son port, on peut relier l'océan Indien à l'océan Atlantique, s'il y a une voie. Parce qu'il y a un grand port, et les marchandises qui viennent de la Chine et tout ça, y entrent par Dar es Salaam, Kigoma, par le port de Kalemi. Si nous avons une grande route ou une route rail qui relie jusqu'à Kinshasa ou jusqu'à Kananga, ça veut dire les marchandises qui quitteront de l'océan Indien vers l'océan Atlantique et les pays seraient reliés. Et tout ça, c'est l'importance de la présence de ce port de Kalemi. Mais maintenant, revenons à cette activité économique parce que les gens tournent autour des... Je voulais terminer avant que vous y arriviez. C'est que déjà aujourd'hui, si on prend cette ville comme une ville pilote durable qui va donner l'exemple à d'autres villes, c'est parce que la réforme est avancée. La politique d'aménagement du territoire est déjà adoptée par le gouvernement. La loi, elle attend juste une promulgation parce qu'elle est déjà là. Le schéma national qui attendait juste des études, les deux études que son Excellence, le ministre d'État venait de réceptionner il n'y a pas longtemps. Et de là, il va maintenant mettre en place un schéma. Et à partir du schéma, nous allons, bien sûr, un schéma correcteur. Il faut corriger et mettre les normes que tout le monde doit respecter. Ce sera obligatoire. Vous ne pouvez pas construire n'importe où, n'importe comment. Et vous, si vous avez les responsabilités sur l'espace physique du pays, vous ne pouvez pas octroyer n'importe quelle autorisation sans avoir l'avis favorable du ministère de l'aménagement du territoire. Voilà un peu comment nous prenons aujourd'hui, et nous informons à tout le monde, le ministre a décidé que nous prenons cette ville comme une ville durable pilote, où il faut aller faire des études très approfondies qui vont nous donner l'occasion de mettre des solutions durables au lieu de mettre des solutions aujourd'hui pour dire si nous allons construire la digue. Oui, on peut construire la digue. Est-ce que la digue va résoudre tout le problème? Allons déloger les gens. Est-ce qu'en délocalisant quelques personnes, allons draguer, comme j'entends plusieurs personnes disent draguer, c'est parce que vous ne connaissez pas les lacs. Le lac Tanganyika a une profondeur de plus de 1400 mètres. Vous imaginez, vous allez draguer un lac, une profondeur de 1400 mètres. Avec quelle machine? S'il faut draguer, les houles, les baies, oui, les plages. Mais quand vous les draguez, vous déstabilisez encore les sols environnants pour faire avancer l'érosion. Donc il y a toutes ces complications-là demandent vraiment des études géophysiques très approfondies et que le ministre est en train de vouloir démarrer d'ici 2 semaines officiellement. Est-ce que dans des villes comme ça, par exemple, du point de vue économique, parce que là on voit que l'économie est touchée, l'assureur national, quelle réponse du côté de l'État? Ils ont déclaré catastrophe naturelle? Catastrophe n'est pas encore déclarée, c'est pourquoi je viens de terminer ici.
son Excellence le ministre qui a pris des bras de cœur ces problèmes, il faut qu'il y descende. Un atelier est organisé la semaine prochaine. Après cet atelier qui va sortir une feuille de route. À partir de cette feuille de route, le ministre va descendre pour lancer les travaux des études approfondies à Kalemi. Et sur base de ça, on va décider. Il va présenter bien sûr les rapports au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres doit déclarer la ville. Il faut qu'elle soit déclarée, sinon elle va disparaître. Vu son importance, elle doit être déclarée une ville sinistre à cause de cette catastrophe naturelle, pour que toutes les parties prenantes, en dehors de seulement des parties qui interviennent sur le sol, mais aussi le ministère de Santé, parce qu'aujourd'hui il y a le problème de choléra, le ministère de la Solidarité paysanne et nationale, il faut prendre des gens en charge, mais aussi le ministère de l'Économie, pour déjà étudier, parce que ça déstabilisait tout. Vous avez dit ici, ça touche les transports, les ports est ensablé, les trafics ne sont pas comme d'habitude, la ville même, le magasin, il y a eu des inondations dans les magasins, les gens ont perdu leurs biens, les trains ne circulent pas normalement parce que le rail... Même l'aéroport est menacé. L'aéroport est menacé, ils ont fait 10 jours sans vol pour craindre que les avions ne puissent pas entrer dans l'eau. Est-ce que le manque à gagner économique, parce que c'est ça le problème des experts que vous êtes, chacun dans ses capacités, y compris les experts financiers, on évalue maintenant le manque à gagner. Combien le montant? Il n'est pas encore connu. Non, c'est en termes de milliards. Ça doit être en termes de milliards, parce que quand vous voyez aujourd'hui les cales sèches du lac, le seul cale sèche qu'a le lac Tanganyika pour les 4 pays, il est ensablé. On ne sait pas y réparer un bateau. C'est déjà pour revenir sur les travaux du cale sèche. Le port à Eman-Karagné, il est ensablé. Ce n'est pas n'importe quel bateau qui peut y accoster aujourd'hui. Il n'y a que de petits bateaux. Les rails, presque ensablés aussi dans l'eau. Les établissements publics, n'en parlons même pas. Nous comptons des hôpitaux, des écoles, des centres de santé. Les ménages, je viens de vous dire ici, il y a 28 000 ménages qui sont délocalisés. Quand vous voyez 28 000 ménages, vous avez 28 000 maisons dans les quartiers qui sont dans le bas-fond, dans les lits de la rivière, comme les quartiers comme Kolobondo. C'est aussi des consommateurs, ces 28 000 ménages. Quand ils se déplacent, ça veut dire qu'il n'y a plus de consommation dans la ville. Effectivement, il n'y a pas de consommation, mais aussi, ils sont partis où? Ça veut dire que ce sont des charges d'autres ménages qui sont sur les plateaux. Et les activités, toutes les grandes activités économiques se passent en ville. Et quand la ville est inondée, vous avez vu, il y a les gens, dernièrement, les transports augmentent parce que quand vous quittez la colline d'État pour atteindre, ou le port, pour atteindre l'aéroport, vous devez prendre 4 fois la pirogue, à part du transport normal. Donc ça devient Venise de la République démocratique. Donc déplacer seulement à Kalemi, ça part de 5 à 10 dollars, un déplacement interne, sur le budget des gens. Donc vous comprenez, si au niveau économique, on évalue toutes ces conséquences, c'est en termes de milliards. La route qui devenait d'être réhabilitée il n'y a pas longtemps, en 2015-2016, cette route est coupée. Elle est coupée. On l'a vu, elle a fait la beauté de Kalemi. Elle était très bien sur 4 voies, 2 fois 2, aller-retour. Mais aujourd'hui, cette route est coupée. Malgré les tentatives qu'on a fait en construisant les digues, les petites digues à côté du lac, mais cette fois-ci, le lac a emporté toutes ces petites digues et la route est vraiment coupée. Donc vous comprenez, quand vous évaluez toutes ces conséquences avec la vie des gens, avec les effets sur l'économie, c'est une situation grave. Et alors, très grave. Très, très grave. Maintenant, est-ce que parmi les solutions palliatives, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant... Vous ne voyez pas qu'il faut donner d'autres alternatives, par exemple, construire le bailleur social dans la ville, les logements subventionnés tels que Tiponem. Parce que dans des villes côtières, lorsqu'on permet à tout le monde de construire, on va avoir toujours des incidents comme ça. Est-ce que du point de vue des politiques publiques, du ministère de l'urbanisme que vous avez représenté, l'aménagement du territoire, est-ce qu'on ne voit pas qu'il faut changer la façon de l'habitat à la République démocratique du Congo pour avoir un bailleur
social parce qu'il y a beaucoup de faibles revenus, mais on le fait propriétaire avec des conséquences néfastes. Je suis très content, vous parliez comme vous avez déjà rencontré les maître, son excellence maître Guy Loando, parce que sa logique aujourd'hui est que nous devons arrêter avec toute cette manière de faire des constructions anarchiques. Parce que les dégâts sont terribles. Quand les gens les font, ils pensent que c'est normal. Chacun peut avoir sa maison, qui peut construire de sa manière. Mais il y a des zones sensibles. Parce que dans la Constitution, ingénieur, dans la Constitution, le logement, c'est un droit. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, suite à ces plus d'années où le chômage est devenu vraiment un cancer, un fléau en République démocratique du Congo, mais nos concitoyens, même au niveau des Calémie, ont le droit d'avoir un toit. Un État ou une ville responsable, logiquement, il faut cette politique dans chaque commune avec des quotas, des constructions, des bâtiments, avec des normes. Effectivement, c'est là où nous y allons. C'est là où nous allons. C'est là où nous allons parce que les gens ils doivent déjà s'entendre qu'il y aura des casses. Pour avoir des solutions solides pour cette ville, il y aura des casses. Tous ces gens qui ont construit sur les pentes exagérées, qui sont les zones déclarées par la loi non edificandi, malgré les documents, ils vont se voir délocalisés. Et quand on délocalise, c'est à cette occasion que l'État va prendre ses responsabilités. Il va choisir des bons milieux où il doit construire des maisons que les gens délocalisés doivent occuper. Bien sûr, de laquelle manière ils vont les occuper, ça c'est la politique qui sera d'une manière multisectorielle discutée par les autres. Je crois qu'il faut travailler avec d'autres ministères tels que le ministère de Finances, le ministère de l'Économie, parce que c'est le premier principe de l'aménagement du territoire. La plupart des acteurs qui sont aujourd'hui punis, qui ne peuvent plus faire l'activité marchande, ils peuvent avoir des crédits, ils peuvent avoir des taxes à payer, il faut exonérer ou faire, par exemple, l'étalement. C'est le premier principe en aménagement du territoire. Rien ne se fait en solo. On le fait avec tout le monde. Ça veut dire nous aimons notre pays. Nous devons prendre de grandes orientations pour notre pays ensemble. Et dès que nous les avons prises, nous devons le respecter ensemble. Tout celui qui sort de ces orientations, c'est un récalcitrant qu'il faut arrêter malgré son niveau. Mais nous avons génie civil, le ministère de Défense, génie militaire, qui a fait par exemple à Kinshasa ici le pont de Kianza qui a été coupé pendant longtemps. Est-ce que le ministre, qui est un connaisseur aussi, le ministre de ce secteur, Guy Loando, est-ce qu'il a contacté son homologue, par exemple, de la Défense, parce qu'il faut que l'activité revienne, qu'on intervienne aussi, par exemple, le service des génies militaires dans ce genre de cas. Je reviens encore à vous dire, c'est l'un des principes clés. Mettre mot à l'aménagement. On ne fait rien seul. La Défense déjà est en contact avec le ministère de l'aménagement du territoire, sous la houlette de son Excellence, Maître Guy Loando, parce qu'il y a déjà des études sur le problème du Kankokolo. C'est avec le ministère de la Défense. Il ne fait pas seul. Tout ce qu'on fait, tous les ministères, comme je l'ai dit, chez nous, nous considérons les ministères, c'est tous ceux qui font fonction sur l'espace physique du pays sont concernés. Tous ceux qui font les travaux sont concernés. Tous ceux qui interviennent sont concernés. Quand nous devons prendre les décisions, nous ne les prenons pas en solo, nous les prenons ensemble. C'est la seule manière dont ces décisions nous lient et nous devons les respecter. Est-ce que la FEC a fait un rapport, la FEC, l'organisation des syndicales des entrepreneurs, parce qu'on voit que maintenant l'activité économique est... Ce que j'ai appris, c'est que la société civile de Calémie venait de déposer une pétition au niveau de l'Assemblée nationale pour le même problème. La population de Calémie, dans les derniers échos, ils ont remercié, quand ils ont vu les premiers experts sur le terrain de l'Observatoire national d'aménagement envoyés par son Excellence Maître Guy Loando, ils l'ont remercié en l'encourageant pour que ces travaux continuent, ces études continuent pour aboutir à des grands travaux. Lors de l'investiture, un député élu de Calémie Territoire, John Banza, a aussi martelé sur le même problème.
Ça veut dire qu'il y a des échos de part et d'autre. Pour la FEC, je n'ai pas encore entendu, mais il y a déjà des plaidoyers de part et d'autre qui poussent que les études puissent être trop faites au lieu de faire disparaître cette ville qui est pas seulement une belle ville sur le plan touristique, mais aussi une ville qui peut contribuer à l'économie et à l'évolution de l'économie congolaise par sa position stratégique. Et là, tous les moyens de transport, il y a les ports, il y a l'aéroport, il y a la gare. Ouais. Et il y a la gare ferroviaire, mais il y a aussi la gare routière. On a vu même le chemin de fer est touché. Donc... Voilà, donc toute la route touchée, l'aéroport en train d'être touché, les ports touchés. Donc tout ça... Voilà, en tout cas, nous vous remercions, ingénieur. Le caméra est là. Quelles sont les pistes de sortie pour qu'on ne puisse plus avoir ce genre de spectacle en République démocratique du Congo, vous en tant qu'expert? En tant qu'expert, c'est là où je reviens. Déjà, les trains sont en marche. Les trains sont en marche. Nous menons des études très approfondies ville par ville dans le cas du référentiel national des zones à haut risque aux catastrophes naturelles, où nous avons la finalité de codifier ces zones, mais aussi de mettre en place des systèmes d'alerte précoce dans certaines zones. Mais là, nous venons de prendre Kalemi comme ville pilote. Avant toute chose, avant n'importe quelle solution à proposer, c'est comme les médecins le font, nous avons d'abord proposé les diagnostics approfondis, les études très approfondies, les études géophysiques, les études bathymétriques, les études tectoniques, toutes les études, nous allons le mener, les études topographiques de toute la zone, pour savoir même s'il faut délocaliser les gens, où est-ce qu'on va les mettre. Et là, avec les concours, avec l'accompagnement du chef de l'État, parce que c'est sa vision, que le peuple congolais, partout qu'il vive en paix et qu'il soit stable. Nous croyons, comme le ministre lance ses études dans les prochains jours, et nous allons le mettre, et ça serait vraiment une zone pilote, et les autres villes vont suivre le modèle, et les autres ministères, ensemble avec le ministère de l'aménagement du territoire, nous allons commencer à faire les plans correcteurs pour que toutes nos villes ne puissent pas... Parce que les catastrophes naturelles, on ne peut pas les arrêter, mais nous devons atténuer les aléas. Tout ce que nous devons réfléchir, c'est comment, quand catastrophe a, atténuer les aléas pour que les conséquences économiques et les conséquences sur les vies humaines puissent être sensiblement diminuées. Voilà, vous avez bien compris, il faut éviter et atténuer ce qui arrive aujourd'hui à Kalemi. Focus, c'était avec un expert de domaine. Et Kalemi, vous savez que c'est essentiel. Je risque de me répéter, mais ça, c'est pas mauvais. Quant à moi, je remercie aussi l'équipe technique de cette chaîne francophone de l'économie de Kinshasa. Et nous remercions aussi l'ingénieur Jacques Ilunga qui était avec nous. Pour moi, prochaine édition des SAG Eco. Merci, ingénieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.